Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici dans le cadre du Salon de l'Agriculture à la Porte de Versailles à Paris. Alors, l'agriculture européenne dans la tourmente, c'est le thème de notre émission ce matin. Et j'ai le plaisir d'accueillir Pierre-Marie Aubert. Bonjour Pierre-Marie. Bonjour. Vous êtes directeur agriculture alimentation, donc des politiques agricoles et alimentation de l'IDRI. L'IDRI, ça signifie ? Institut du développement durable et des relations internationales. À ma droite, donc, Christiane Lambert. Bonjour Christiane. Bonjour. Vous êtes présidente du COPA. Et le COPA, c'est ? Le comité des organisations professionnelles agricoles européens. Voilà. Et juste à mes côtés, Dominique Régnier. Bonjour Dominique. Bonjour. Vous êtes directeur général de la Fondation pour l'innovation politique, mais vous enseignez aussi à Sciences Po, notamment. Ça vous va ? Tout à fait. Alors, on va essayer de comprendre ensemble pourquoi l'agriculture européenne est dans la tourmente. Vaste débat, je vous l'accorde. Christiane, à vous l'honneur. Pourquoi ? Il y a des éléments nationaux dans les protestations et il y a un fil rouge européen et général. Nationaux, événements, ça a commencé aux Pays-Bas, en Irlande sur les nitrates. Ça s'est poursuivi en Allemagne sur la question du carburant. Pour les pays de l'Est, Pologne, Roumanie, Hongrie, Bulgarie, c'est davantage par rapport à l'afflux de céréales ukrainiennes qui n'arrivent pas à passer leur pays et donc ils font s'effondrer les cours. En Espagne, c'est la crise. Bon, il y a eu des élections politiques, très politiques en Espagne. Et puis il y a aussi la sécheresse dramatique qui a asséché les trésoreries et qui rend le climat assez tendu. Idem en Italie. Il y a aussi le blocage de la mer Rouge en Italie qui fait qu'un certain nombre d'exports ne partent pas parce que sont bloqués par les questions géopolitiques. Il y a pour tout le monde la question de l'explosion des coûts, énergie, intrants, engrais, etc. Et puis il y a un sentiment de non-compréhension, de déclassement qui est général. C'est la première année de mise en œuvre de la nouvelle politique agricole commune, 1er janvier 2023, avec les éco-régimes. Certains pays en ont fait un élément d'orientation très exigeant. En Allemagne, par exemple, 39% des agriculteurs n'ont pas leur 25% d'aide éco-régime parce que l'Allemagne a fait le choix assez élitiste d'exigences qualitatives que les agriculteurs n'arrivent pas à obtenir. Et puis en France, ça a été une suite d'éléments, essentiellement le carburant, la MHE, des problèmes de trésorerie, des régions où l'impact du changement climatique est déjà très fort et fragilise. Mais il y a aussi à Bruxelles le sentiment que les textes s'empilent. Donc déjà, la réforme de la PAC, c'était un gros paquet intégré parce que 25% des soutiens retirés et montrés patte verte pour aller. Et tous les textes du Green Deal, on a eu le sentiment que à Bruxelles, les députés européens, la Commission, ont voulu avancer coûte que coûte vers les transitions. Et je dis bien coûte que coûte. En France, c'était quoi qu'il en coûte, mais c'était autre chose. À Bruxelles, c'est on s'en fout. Covid, guerre, inflation, climat, vous devez faire les transitions. Que vous gagnez ou pas, qu'on perde les productions ou pas, il faut avancer dans cette direction. Et là, les agriculteurs disent stop un petit peu partout. Au point d'ailleurs que hier, j'étais à Bruxelles et le Conseil des ministres, en urgence, a mis à l'ordre du jour la simplification et peut-être atténuer ou reconnaître plus de circonstances exceptionnelles d'application. Nous imposer des dates de semis quand il a trop plu et que tout est détrempé ou quand c'est totalement sec, les champs sont complètement poussière. L'agriculture, elle ne se met pas en équation mathématique, ni c'est pas un calendrier administratif qui régit, c'est toujours le ciel. Donc c'est un sentiment de décalage entre des textes coercitifs et descendants. Et puis une réalité de terrain où les agriculteurs sont parfois même en difficulté de décision le matin. Pierre-Marie Aubert, ça veut dire que les politiques européennes sont hors sol ? Je pense dans ce que dit Christiane Lambert, il y a des choses qui sont très importantes. Il y a le fait que l'agriculture, ça ne se gère pas par décret. L'agriculteur, chaque matin, et l'agricultrice, chaque matin, il doit prendre ses décisions sur sa planification de semis, etc. Ce qui est dit, je pense, en creux aussi dans ce que dit Christiane Lambert, c'est le fait que hors sol, c'est un mot que je trouve très dur. Peut-être que c'est ce qui est ressenti dans les campagnes, il faut l'entendre. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ce qui a été très mal fait à Bruxelles, peut-être, c'est la compréhension des réalités économiques du monde agricole. Et c'est là où il y a eu quelque part un péché d'orgueil, peut-être, de la part des Européens, de vouloir, comme l'a dit Christiane Lambert, imposer coûte que coûte, malgré les difficultés qui s'accumulaient, on va dire des exigences environnementales, sans regarder comment économiquement on allait faire l'équation. Et je pense, j'ajouterai quelque chose à ce qu'a dit Christiane Lambert, c'est que par ailleurs, on a voulu faire porter sur le poids des agriculteurs toute la transition. Alors qu'en réalité, la transition, c'est une question de chaîne de valeur dans son ensemble. Ce n'est pas une question agricolo-agricole. Et donc, ça implique les industriels de l'amont, les industriels de l'aval, évidemment les distributeurs et les consommateurs. Et donc, on aurait eu besoin d'embarquer dans cette transition
les opérateurs recréer des filières. Hein, on a beaucoup parlé d'azote, hein, on en a parlé tout à l'heure. Si on veut réguler notre gestion de l'azote, il faut remettre de la légumineuse partout. Les agriculteurs, ils sont d'accord là-dessus. Mais aujourd'hui, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas envie. Ils n'y arrivent pas parce qu'il n'y a pas de filière amont, il n'y a pas de filière aval. Où c'est qu'on met des millions d'euros pour redynamiser ces filières-là et créer des opportunités économiques? Dominique Régnier, votre regard sur la problématique. Oui, bien le sûr. Pourquoi. Bien sûr, bien sûr. Non, je partage comme ça à la volée ce qui a été dit et des choses sur lesquelles j'ai moins de compétences du coup, mais quand même aussi ajouter un élément du tableau. Bien près du micro. Un élément du tableau quand même qu'il faut ajouter, qui me frappe beaucoup, moi, c'est un effondrement de la conscience agricole dans les milieux dirigeants. Les élites en général, hein, pas simplement les gouvernants. Il y a des effets de génération, il y a des effets de changement culturel liés à l'histoire, etc. Mais les conséquences, elles peuvent être vraiment dramatiques. Et il me semble que le contexte historique, qui a été très bien décrit par Mme Lambert à l'instant, qui est un contexte exceptionnel par sa dureté, mais qui ne va pas cesser demain, qui est là pour des années, et je le crois aussi pour des décennies, eh bien, appelle de la part des élites en général, y compris les élites sociales, intellectuelles, journalistiques et bien sûr politiques, une remise à niveau très rapide. Et au fond, le moment un peu perturbant qu'on a vécu samedi dernier, la violence qu'on a vue, c'est une espèce de passage en force d'un nouvel état d'esprit. Il faut très très vite, c'est violent, c'est douloureux, c'est dur, mais il faut très très vite qu'on se recale collectivement sur la centralité de l'enjeu, la complexité de l'enjeu et la nécessité, pour aller dans une direction qui a notre préférence collective, de s'assurer que nous en avons autant que possible discuté, délibéré et que nous en avons autant que possible ratifié les conditions fondamentales. Ce qui est catastrophique, justement, parlons-en samedi, vous en parlez. Le président, un peu acculé sous la pression des syndicats, propose le prix plancher. Une mesure nationale, le prix plancher, même s'il a raccroché après derrière à l'échelon international. C'est tout à fait le genre de fausse bonne idée. Allez-y, le débat a démarré. Je voudrais qu'on reste sur approfondir ce que vient de dire Dominique Régnier, qui est très intéressant. Ce qui a bloqué aussi au niveau européen beaucoup, c'est la méthode. C'est-à-dire que la méthode de Frans Timmermans, vice-président de la Commission européenne, en charge de l'environnement, en charge de la mise en œuvre du Green Deal. Ça a été une méthode, comme on dit, top-down, très descendante. Voilà ce que vous devez faire. Méconnaissance, d'une part. Il arrive avec son passé de Pays-Bas, où il y a d'énormes problèmes parce que nitrate, et il dit, moi, vous allez voir ce que vous allez voir en Europe, je vais tout changer. Je l'ai invité au COPA. Il est venu, il a harangué les agriculteurs, 90, qui étaient là en disant, mais qu'est-ce que je peux dire de positif sur l'agriculture et l'environnement? Rien. Vous ne faites rien de positif pour l'environnement. Quand on aborde les gens comme ça, ce n'est pas la meilleure façon de les mettre en mouvement. Et le meilleur des aveux pour Frans Timmermans, c'est ce qu'a engagé Ursula von der Leyen le 13 septembre en disant « Je veux sortir des polarisations, agriculture-environnement. Il est tout à fait possible de concilier agriculture et environnement, et beaucoup y parviennent. Je veux engager un dialogue stratégique pour l'avenir de l'agriculture. » Dialogue, très bien. On voit quand même que le dialogue, il est compliqué. Même en France, ceux qui ont validé les réserves d'eau, les associations environnementales qui ont validé les réserves d'eau en Poitou-Charentes anciennement, enfin dans les Deux-Sèvres, sont désavouées par les instances nationales auxquelles elles appartiennent pour des postures politiciennes qui bloquent. Et donc ce blocage-là, il nous conduit, comme il a conduit sur le nucléaire d'ailleurs, à une impasse, et on a la même chose en agriculture. Alors, et vis-à-vis d'une société qui a aussi perdu la connaissance, bien sûr qu'on veut des animaux en plein air, on veut des animaux heureux, on veut la belle et bonne agriculture, mais on mange du poulet ukrainien tous les jours. Et c'est cette incroyable complexité, contradiction majeure, comme disait très bien l'ancien ministre de Normandie, citoyen de bon matin, puis consommateur, passé le quart d'heure. Et c'est, voilà, entre le déclaratif et la réalité. Et donc ce dialogue, mais dans ce dialogue, 27 personnes, 4 agriculteurs. Est-ce que c'est équilibré au regard de ceux qui vont dire voilà ce que vous devez faire et ceux qui vont devoir faire? Et le sentiment des agriculteurs en Europe, c'est un sentiment de déclassement. On nous impose des règles, Green Deal, Farm to Fork, 27 textes quand même, faut les assumer. Nous, on n'a pas de DRH ni de chargé de qualité dans les exploitations. On porte le tout. Et on nous impose tout ça et en même temps, il faut manger moins de viande, donc virer les vaches. Il faut quand même garder les prairies, mais on va ouvrir les frontières pour faire venir de la viande du Mercosur. C'est illisible.
incohérent. Contradiction. Non, pas de contradiction. Un monde contradictoire de l'Europe. Oui, non. Moi, il y a plein de choses dans ce que dit Christiane Lambert dans lequel je me retrouve. Je pense que le point clé dans la question du dialogue, c'est la reconnaissance par les différentes parties en présence, qu'ils soient des écolos, des agriculteurs écolos, parce qu'il y en a plein. Je pense qu'il faut aussi le souligner, et vous en êtes certainement une, Madame Lambert. Pour qu'il y ait le dialogue, il faut reconnaître la réalité des équations économiques et des équations physiques. Et vous l'avez dit, tout se met pas en équation, mais il y a quand même des choses qu'on est capable de caractériser relativement bien. Physique, c'est environnemental. Hein. Physique, ça veut dire environnemental, ça veut dire... Et aujourd'hui, dans les éléments de cadrage, entre guillemets, de ce dialogue-là, il y a une question qui est centrale et que vous affrontez tous les jours, Madame Lambert, qui est la question de l'adaptation. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on doit remettre au cœur de la discussion. Comment on fait pour maintenir la capacité productive de nos agrosystèmes maintenant, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, avec ce qu'on connaît, qui va évoluer, des projections climatiques, sur la disponibilité en eau, sur l'effondrement de la biodiversité. Et c'est ça qui doit être au cœur de ce dialogue-là, en même temps que la question de la trésorerie des agriculteurs, mais aussi des capacités de l'industrie. Je vais revenir juste sur un point, la question du poulet ukrainien. Nous, ça fait 1 an et demi qu'on travaille avec l'interprofession de la volaille. Donc on travaille très précisément là-dessus. On est bien d'accord qu'un taux de croissance de la consommation interne française de l'ordre de 10-12% sur les 10 prochaines années. C'est énorme quand on regarde les chiffres. Et là-dessus, Envol ne nous détrompe pas. C'est pas vraiment soutenable d'une certaine manière. Donc on voit bien, et en même temps, on a une offre qui s'effondre. Donc on voit bien qu'on a un enjeu, d'un côté, de relancer la production. Non mais, je suis d'accord avec vous, Madame Lambert. Il faut relancer la production dans des bonnes conditions, mais il faut aussi se donner les moyens d'intervenir sur la demande. C'est l'offre et la demande, c'est pas l'un sans l'autre. C'est pas juste la demande, c'est pas juste l'offre. C'est les deux à la fois. Et c'est cette discussion-là qu'il faut qu'on soit capable d'avoir. Et on a réussi à l'avoir avec les 3 interprofessions. Et il faut qu'on continue ce dialogue. Aujourd'hui, on travaille avec Terra Solis dans le Grand Est pour réfléchir à la décarbonation des grandes cultures. C'est une discussion qui avance. Mais il faut aller sur le terrain, et vous l'avez dit, et nous on le fait. Et il faut se donner les moyens. Ça prend du temps. Alors moi je voudrais juste, si j'ai réagi quand vous avez dit cela, la consommation augmente et l'offre n'augmente pas. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui quand on veut construire un bâtiment poulailler, on a 1000 associations autour qui sont contre. Le département du Morbihan est le premier département producteur de volailles. La députée Nicole Lepay l'a dit à l'Assemblée quand elle a proposé la loi. On est obligé de faire une loi pour trouble anormal du voisinage en France. On va réguler le chant du coq maintenant. C'est quand même invraisemblable. Bref. Il va y avoir une loi qui va modérer cela. Oui, mais voilà, pourquoi y a-t-il... Pas les poulaillers industriels qui font chanter les coqs, ceci dit. Non, mais pourquoi... oui, mais les poulaillers industriels, comme vous dites, monsieur, c'est ce que mangent les Français. Voilà, et ne serait-ce que le mot, vous voyez, poulailler industriel, ça veut dire quoi ? C'est quoi industriel ? C'est à partir de quelle taille ? Là aussi, les mots qui ont été choisis par les opposants, qui veulent moins de production, de la décroissance, la belle et bonne agriculture qui n'existe nulle part, en tout cas pas celle que mangent les Français, les méga bassines, les méga poulaillers, et tout ça, ça a conduit à une espèce de bruit de fond. Small is beautiful, mais small se casse la figure, pardon. Aujourd'hui, le bio connaît des difficultés. Le label rouge, LDC a dit « Je ne remplis pas 200 poulaillers ». Mon fils, qui est jeune agriculteur depuis juillet de l'année dernière, élevait des poulets certifiés. L'entreprise avec laquelle il est en contrat lui dit « C'est fini. Maintenant, on vous met des poulets standards parce que c'est ça que le marché demande. » Donc, on peut faire tous les beaux discours. La réalité, c'est qu'est-ce que consomment les Français. Et ça, on a manqué de lucidité, Jean-Paul. Et il y a eu il y a une culpabilité générale d'un bruit de fond, voilà, où les politiques n'ont pas été assez courageux pour dire arrêtez, dites pas, moi je veux relancer la construction de porcheries et la construction de poulaillers. Pourquoi ? On va quand même pas continuer à importer du Brésil et d'Ukraine et d'ailleurs, alors qu'on a des gens en France qui veulent produire et que les industriels vont fermer des abattoirs. S'ils ferment leurs abattoirs, même les poulaillers pas industriels n'auront plus rien pour abattre. Donc c'est une chaîne, c'est un cercle vicieux que vous proposez en fait. Alors qu'il faille ajuster... Madame Lambert, je viens de proposer de relancer la production. Attendez, très bien. Oui, mais vous avez dit pas n'importe laquelle. Christiane, Dominique. Moi, je poursuis sur ce point parce que c'est un autre aspect du changement culturel dramatique. Au fond, ceux qui prennent des décisions, ceux qui communiquent, ceux qui parlent du monde agricole, de plus en plus, ce sont ce que j'appelle des métropolitains. J'en suis un, on est nombreux à être comme ça ici. Mais en France, les métropolitains, c'est-à-dire les Français qui habitent dans les métropoles, les villes de plus de 100 000 habitants, ça représente 13% des électeurs.
13%. Ce qui parle en France, ce qui forme le discours, ce qui effectivement jette la suspicion sur de l'élevage, parce qu'on dit que c'est industriel, on est venu coller ce mot et ça discrédite et ça lève des oppositions qui empêchent l'installation et le développement. Ça vient d'une culture métropolitaine qui imagine, qui peut payer d'ailleurs le bio à 25% de plus, ça ne lui pose pas de problème, mais elle imagine qu'effectivement l'agriculture dans son ensemble peut se dérouler sous ce régime. La conséquence, je cite une information très connue avec 2 nouvelles que moi je trouve malheureuses, c'est que parmi les 5 grandes puissances agricoles du monde, il n'y a pas la France, et il y a 2 pays européens. Il n'y a plus. Il n'y a plus la France, c'est ça qui est malheureux. Il y a 2 pays européens, l'Allemagne et les Pays-Bas. Et quand même, l'Allemagne mieux que la France, ça c'est une chose que moi, il y a 25 ans, je n'aurais pas dit. Et deuxièmement, les 3 autres pays, c'est la Chine, c'est les États-Unis, c'est le Brésil, qui exportent vers l'Europe. Moi, je suis pour le libre-échange et pour l'Europe. Hein. Mais on ne peut pas demander à des agriculteurs, mais c'est le b.a.-ba, ça, hein, de faire face à des produits qui sont traités avec des intrants autorisés hors de l'Europe, interdits ici. Enfin, ça n'a pas de sens. Même l'exemple dramatique des néonicotinoïdes, qui nous touche tous, parce qu'on pense aux abeilles, etc., à la pollinisation, mais les Chinois sont les premiers producteurs, les premiers consommateurs, les premiers exportateurs de néonicotinoïdes. Ils exportent en Europe, et nos agriculteurs qui ne peuvent plus les utiliser, la France étant le pays au monde qui a la plus sévère réglementation, même en Europe, hein, sur les néonicotinoïdes, eh bien, sont ruinés nécessairement. Donc là, il y a quand même des choses qui ne vont pas du tout. Et ces incohérences, quelles conséquences ont-elles? Un mal-être profond chez les agriculteurs. Alors, quand ils sont plus âgés ou installés, ils arrivent à faire la part des choses, mais quand même, ils sont malheureux et ils se radicalisent ou ils sont en mal-être. Chez les jeunes, ça crée énormément de révoltes. Ça crée énormément de révoltes. Et ces métropolitains qui sont donneurs d'ordre, ils sont donneurs d'ordre sans connaître. On entend des aberrations. Toujours mon fils, quand il travaillait à l'étranger avant de s'installer, la responsable qualité d'une grande enseigne de la distribution donnait des théories sur la viande, le véganisme et compagnie. Elle n'y connaissait rien du tout, mais elle est très prescriptrice. Et ça, les jeunes, ils ne l'acceptent plus du tout. Donc, ils ont différentes façons d'exprimer cette violence-là, mais c'est problématique. Et puis, je voudrais aussi dire quelque chose qui me touche beaucoup, c'est que finalement, le risque, quel est-il? Eh bien, c'est que si le Green Deal, dans son application totale, avait vu le jour, c'était moins 20% de production. Est-ce que c'est le moment de baisser la garde, de mettre un genou à terre en matière de production, au moment où la FAO dit qu'il faut augmenter de 70% la production en raison de l'augmentation de la population à nourrir? Puis il n'y a pas que ça. Vous avez entendu cette nuit la France qui a laissé entendre d'une force d'interposition dans le conflit ukrainien. C'est-à-dire qu'on est quand même, il faut être réaliste sur le risque de guerre, et l'arme alimentaire est une arme très sérieuse. L'Europe ne l'a pas du tout anticipé. Non, pas du tout. Alors, vous savez, mais il y a aussi un problème, vous parlez tout à l'heure de métropolitains et de ruraux, il y a aussi un problème de perte de culture. Les grands médias nous font 15 jours de Pierre Palmade, 15 jours de Gérard Depardieu, mais la géopolitique et ce qui se passe en Europe, pas si loin de nous, et qui a des conséquences très directes sur les exploitations, quelle chaîne en parle? Ils cherchent la punchline. C'est très difficile d'avoir des émissions de fond sur ces sujets. Mais oui, vous avez raison, l'Ukraine est un vrai sujet. L'Ukraine, c'est la surface de la France et de l'Allemagne réunies. C'est un potentiel de production phénoménal, sous-exploité, mais qui peut apporter beaucoup. Poutine l'a compris, veut l'annexer. Et donc, vis-à-vis de l'Ukraine, il y a un problème humain. On ne peut pas leur dire débrouillez-vous. Il y a un problème géopolitique. On ne peut pas laisser Poutine gagner, sinon c'est la catastrophe. Il annexera d'autres pays. Ensuite, il l'a dit, il ne s'arrêtera pas là. Mais il y a un problème économique, c'est que pour l'instant, ce sont les agriculteurs qui portent sur leurs épaules les conséquences économiques de la solidarité qu'on a fait avec des importations à droit zéro. Il y a un problème de production en cas de conflit, d'être capable et de réserve. Voilà, de réserve. Il n'y a pas de stock. Non, juste, moi, sur les points qui sont pointés sur l'Ukraine par Christiane Lambert, je suis tout à fait d'accord. Je pense que le point dur, vous l'avez dit, Madame Lambert, il faut renouer le dialogue. Si on veut renouer le dialogue, il faut s'écouter. Peut-être que les métropolitains évoqués par Benoît Crégnier, dont je suis probablement, bien que mon oncle soit encore agriculteur, ont trop de place dans le débat. Mais il faut qu'on prenne le temps de travailler ensemble. On le fait déjà avec vous, Madame Lambert, avec le COPA, avec la FNSEA, mais il faut le faire plus. Et pour le faire plus, il faut s'écouter. Donc je pense que c'est de là qu'il faut partir. J'ai dit poulailler industriel, c'était pour parler de l'échelle.
Peut-être que le terme n'est pas adapté, je veux bien le retirer, ça ne me pose pas de problème. Mais il faut pouvoir travailler, il faut pouvoir discuter. Et du coup, il faut aussi, sur la partie physique, c'est-à-dire sur les capacités productives, vous parlez de produire. Évidemment, si on veut produire demain et résister à une arme alimentaire éventuellement utilisée par d'autres, il faut que nos agrosystèmes ils soient en capacité de le faire, y compris en cas de choc. Il faut qu'ils soient plus résilients, il faut qu'ils soient plus en capacité. Donc c'est ça dont on doit parler, c'est le cœur de la discussion. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut mettre des questions, encore une fois, des équations économiques en face de ça, pour que tout le monde ait envie de s'embarquer dans cette discussion-là. Mais il faut s'écouter. Donc travailler ensemble, d'autres solutions, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, justement, pour résoudre les problèmes au niveau européen? Moi, je vais pas faire une réponse qui serait exactement celle dont on pourrait rêver, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un travail collectif de connaissances à l'école, à l'université. Moi, je suis fasciné de voir à quel point mon institution, Sciences Po, ne parle absolument pas des questions agricoles. C'était le cas autrefois avec Bertrand Hervieux notamment, n'en parle plus. C'est quand même 4 modules sur l'agriculture. Oui, mais quand vous regardez, vous voyez bien la centralité du sujet et à quel point c'est décalé. Et par ailleurs, la manière dont on l'approche. Est-ce qu'il y a une filière qui prépare au développement de l'agriculture, à la croissance? Vous voyez bien ce que je veux dire. Donc c'est une maison qui est la mienne, je la connais, je l'ai vu évoluer. C'est un objet qui est aujourd'hui totalement marginalisé malgré sa centralité. Là par contre, je m'en plains. Donc c'est un effort de connaissance, vous le disiez, d'information, et je pense aussi de recherche de recherche scientifique de pointe, notamment l'édition du génome. Ce sont des solutions énormes qu'utilisent massivement les Chinois, les Américains en termes de dépôt de brevets. C'est une invention quasiment française, un peu allemande maintenant avec le laboratoire du Max Planck Institute où travaille Emmanuel Charpentier. Mais on avait là une avance qu'on a perdue. Il faut essayer de la retrouver. Il faut que l'Europe s'engage davantage. Je crois que ça bouge un peu en matière d'édition du génome. Christiane Lambert. Longtemps, trop longtemps, l'agriculture a été enfermée dans une critique désagréable en disant le problème de l'agriculture, c'est respecter l'environnement. Moi, je vais vous dire, lors du Conseil national de la refondation qu'avait initié le président de la République, à la première réunion, il y avait Pierre Moscovici, je vais le citer, et qui a dit des choses pour tel et tel secteur. L'industrie doit faire ça, le transport doit faire ça, l'agriculture doit mieux respecter l'environnement, point barre. C'est tout ce qu'il avait à dire sur l'agriculture. Moscovici, Besançon, Cour des comptes, enfin, c'est pas sérieux que les politiques aient des phrases faciles comme ça à l'emporte-pièce, alors que, franchement, sur le sujet de l'agriculture, on était, rappelez-vous, il n'y a pas très longtemps, la guerre était déclarée, l'enjeu alimentaire apparaissait, l'enjeu énergétique apparaissait. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que là où l'agriculture a été présentée par beaucoup comme un problème, elle est la solution à énormément d'enjeux du moment. L'enjeu alimentaire entier, l'enjeu énergétique, l'enjeu de décarbonation, l'enjeu des territoires et n'oubliez pas l'enjeu des jeunes agriculteurs et le renouvellement des générations. Qui sera agriculteur demain? Il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes qui ont envie d'être agriculteurs, mais le paysage qui leur est décrit parfois, c'est pour ça qu'ils veulent aussi casser les codes. Moi, j'en ai 2 positifs à la maison, je peux vous dire que ça fait énormément de bien. Et parfois, quand j'entends les miens et quand je vois certains débats, je me dis, c'est pas possible, c'est pas le même monde. Je note que vous n'avez pas répondu à ma question, Dominique et Pierre-Marie, notamment sur les décisions politiques à l'échelle nationale de prix plancher. Est-ce que c'est une vraie fausse bonne idée, surtout que ça va à l'encontre d'une politique européenne? Ça a été déjà dit. J'ai écouté Attal ce matin. La réalité, vous savez, moi j'ai regardé le débat. Quand vous avez tout autour des gens qui pressent, certainement que le président, il n'a pas trop réfléchi à la conséquence. C'est une vision pour les élections européennes, pas sur le long terme. L'agriculture a besoin de vision. Mais même, il n'y aura pas de prix plancher. Le prix de revient du porc en ce moment, c'est 1,70 €. Aujourd'hui, je le vends 2,15 €. Moi, je n'ai pas envie qu'il me soit payé au coût de production. Aujourd'hui, il faut tenir compte aussi des marchés. Et aujourd'hui, les lois alimentation telles qu'on les a construites, la 1, la 2 et d'Escrozaille, elles permettent d'avoir des indicateurs de coût de production, de signer des contrats et d'avoir les éléments pour le faire. Mais ça ne s'appelle pas prix plancher. On est là, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire que la question des indicateurs de coût de production, ça reste quelque chose d'intéressant et qui pourrait être porté aussi au niveau européen pour que ce soit mieux caractérisé, mieux pris en compte dans les négociations commerciales. Après, moi, c'est vrai que la question de prix plancher, ça me paraît être une fausse bonne idée. Egalim bien respecté, ça fonctionne aussi. Donc c'est un problème de... Mais Dominique, un prix, pardon, mais alors quand on connaît... Vous savez, quelle est la taille moyenne d'une exploitation en République tchèque? J'ai posé la question à mon interlocuteur de République tchèque. 500 à 2000 hectares. Bon,
Soyons sérieux, en termes de coûts de production, il y a de telles différences intra-européennes que ce n'est pas quelque chose qui peut s'envisager. Moi, je préfère le dire tout de suite que de laisser rêver les gens pendant 2 ans. Bon, Christiane Lambert, merci beaucoup. Dominique Régnier, merci beaucoup. Pierre-Marie Aubert, merci d'être venu ici pour débattre de cette question. Et puis surtout, merci à vous.